Bonjour Violette. Donc vous êtes électrosensible, jeune électrosensible, et vous habitez donc dans un petit village du Couserans maintenant. Et donc en fait, on est venu vous voir aujourd'hui pour que vous nous décriviez un petit peu votre expérience, un petit peu comment ça s'est passé pour vous et qu'est-ce qui a été peut-être le facteur déclencheur ou comment vous vous êtes rendu compte un petit peu de cette situation. Et puis éventuellement, comment vous y êtes adapté et comment peut-être autour de vous, les autres vous y ont aidé ou pas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience? Bien sûr, avec plaisir. Alors, ça a commencé pour moi en 2010, où alors il y a eu deux choses. D'abord, j'ai fait une longue promenade sous une ligne à très haute tension et j'ai pris un très très gros mal de tête. C'était au mois d'août et ça a duré jusqu'à la rentrée, une migraine vraiment très très violente. Et après, il y avait la rentrée scolaire, donc je suis rentrée en cinquième au collège. Et pendant l'été, ils avaient mis une antenne 3G juste au-dessus du collège. Et là, ça a empiré, ça a fait boule de neige et j'arrivais plus du tout à suivre. Je faisais un jour d'école, j'en loupais trois. Voilà, j'étais épuisée, un mal de tête impossible, un état vraiment de fatigue extrême. J'avais plus moyen de me concentrer, rien. Donc, on a cherché un peu à savoir qu'est-ce qui était l'origine et tout. Alors, moi, je constatais par lien de cause à effet, quelqu'un qui allumait un téléphone, aïe, ça fait mal, comme quand on met la main sur une bougie, quoi. On fait facilement lien de cause à effet. Après, il fallait quelque chose d'un peu plus carré voilà, donc j'ai fait des analyses médicales avec le professeur Belpomme à Paris, qui est spécialisé en la matière et qui a donc diagnostiqué une électrohypersensibilité. Bon, alors j'ai été à Paris en 2010, donc, mais bon, maintenant je pourrais absolument plus y aller du tout. Voilà, ça s'est beaucoup empiré depuis. Notamment, bon, mon état s'empire parce que je suis en surcharge et c'est comme une allergie. Plus on est exposé, plus on réagit. Mais en plus, les pollutions sont de plus en plus présentes avec maintenant la 4G et les gens se suréquipent. Voilà. Juste effectivement, c'est donc en cinquième que vous vous êtes rendu compte de ça. Vous alliez au collège à Saint-Giron, c'est ça? Oui? Oui, c'est cela, à Saint-Giron, au collège du Couserin. Et donc là, c'était plus possible de continuer. Donc mes parents m'ont mise au CNED, donc au Centre national d'enseignement à distance, pour faire les cours à la maison, donc sur papier. Donc ça a pu être possible. Voilà, l'éducation nationale a reconnu le problème. Après, bon, ça m'a quand même beaucoup privé de tout le côté social de l'école et tout. D'une classe avec plein de gens et des amis et tout. J'étais toute seule dans ma chambre face à un livre en papier, quoi. Donc non. Et ça va un temps, mais j'ai fait 7 ans au CNED et c'est vrai que à la fin j'en avais vraiment vraiment marre. Et quand vous étiez au collège, vous êtes-vous rendu compte, si, en parlant peut-être avec d'autres personnes, est-ce qu'il y avait peut-être d'autres enfants qui avaient aussi tendance à avoir de temps en temps des maux de tête de ce genre, ou finalement, pour le moment, vous étiez la première personne à souffrir de ça dans votre classe, dans le collège? Peut-être que c'est plus le cas aujourd'hui, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas à l'époque, est-ce que vous aviez un peu la sensation, en gros, pourquoi moi, les autres sont pas comme ça, ou est-ce que finalement les autres, quand on leur posait les questions, c'est vrai qu'ils se sentaient pas trop bien avec cette antenne, par exemple. Alors, à l'époque au collège, bon déjà quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était, j'étais vraiment au bout du rouleau, je suis partie très vite. À cette époque-là, et en plus je manquais d'explications pour expliquer aux gens et tout, et j'avais plutôt un sentiment d'incompréhension, les gens ne connaissaient pas. Donc, bon, il y en avait des curieux, il y en avait qui, entre guillemets, n'y croyaient pas. Bon, c'est pas une croyance, c'est un constat, mais bon, voilà. Donc, à cette époque-là, puis j'ai pas beaucoup cherché, enfin, j'étais encore dans la découverte de moi-même, donc j'en étais pas. Après, maintenant, au quotidien, quand je discute avec les gens, il y a énormément de gens qui me disent ah non, 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 je suis pas électrosensible, mais par contre, c'est vrai que mon téléphone, il me gêne et je téléphone pas longtemps, et puis je dors pas si j'ai la wifi, et puis. Alors, ils sont peut-être pas électro-hypersensibles, mais ils sont quand même électrosensibles un peu, mais. Voilà. D'accord. Donc, ils n'ont pas encore vraiment mis le mot là-dessus, mais en fait, les symptômes sont déjà en partie là, quoi. En tout cas, les signes avant-coureurs, visiblement. Mais en ce qui vous concerne, donc vous connaissez rien à l'électrosensibilité. Est-ce que dans votre famille, comment est-ce que vous avez découvert que c'était ça? Parce que certains, ils ont des acouphènes, ils vont chez le médecin pour prendre des médicaments anti-acouphènes, ou ils ont des maux de tête, ils essayent de prendre des médicaments pour ça. Enfin, on a l'impression qu'on on a qu'à prendre la petite pilule rose ou bleue ou blanche. Il faut quand même quelque part un moment qu'il y ait un déclic,
qu'on cherche dans cette direction-là. Comment vous avez entendu parler d'électrosensibilité à cette époque-là? Alors, à cette époque-là, ou même toujours d'ailleurs, ma mère a le même problème. Il semble que ce soit génétique. Alors après, bon, je connaissais le problème, mais sans, pour moi, c'était le sien et Ouais. pas le mien. Enfin, c'était pas mon problème. Donc après, moi, c'était le lien de cause à effet. Je savais que ça pouvait exister, mais c'était pas pour moi. Et c'est le lien de cause à effet, quoi, qui m'a fait constater. Où c'était même pour ma mère au début, ça a été vraiment très dur à admettre. Elle y croyait pas, quoi. Elle me dit non, c'est pas possible. Tu sens pas ça. Enfin, c'était trop gros, trop dur pour elle. Elle voulait surtout pas ça pour sa fille. Donc il y a même eu un temps un peu bon, ça a été court, mais de déni. Voilà. Alors, du coup, votre mère, elle avait déjà ces mêmes symptômes-là, exactement pareil, des maux de tête et des choses comme ça, en rapport avec des antennes relais ou des téléphones portables, des choses comme ça? Alors, c'était un peu différent. On a tous nos spécificités, les domaines d'onde où on est plus sensible ou moins. Mais elle avait le même problème. Alors, pareil, elle, c'était moins à l'époque moins grave que maintenant. Elle arrivait à travailler, son poste était aménagé. Maintenant, elle peut carrément plus travailler du tout. Enfin, même. Voilà, c'est plus possible de travailler d'abord dans un lycée, après ça n'allait plus parce que les jeunes commençaient à avoir tous les téléphones et tout, donc même avec aménagement ça n'allait plus. Donc elle a travaillé dans une maternelle, donc là il y avait moins ce problème, mais bon, il n'empêche que après il y avait bon, les portables ont été interdits sur l'ensemble de l'établissement, tout ça, elle avait un poste voilà, mais bon, ça n'enlève pas les antennes relais qui couvrent la ville, ça n'enlève pas tout ça donc Et donc, dans votre cas, vous disiez maintenant vous pourriez plus aller à Paris. Est-ce que vous sentez des limitations, y compris, bon là on est en Ariège, c'est théoriquement un peu plus, enfin peut-être un peu moins irradié, on espère, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'antennes autour, sur les collines et tout ça. Est-ce que vous avez des endroits déjà, même en Ariège, où vous pouvez pas aller ou pas aller longtemps? Qu'est-ce que ça limite actuellement dans votre vie? ouf, énormément. Ce serait plus court de dire ce qui n'est pas limité que ce qui est limité. Tout ce qui est en fait l'Ariège, c'est certains territoires ruraux, mais il faut savoir qu'une antenne ça coûte très cher. Donc que là où il n'y a pas beaucoup de population, ils en mettent des très grosses qui émettent très fort. Donc il y a des petits recoins, des fonds de vallée comme là où je suis, ça existe, mais que ce soit rural ou en ville, c'est pas forcément le meilleur des critères pour savoir. Donc les zones qui me sont pas accessibles, il y en a énormément. Bon, les villes évidemment, Saint-Giron, je peux pas y aller. La dernière fois que j'y étais, ça fait 2 ans, j'ai passé 2 heures pour aller faire des achats de Noël et j'ai passé un temps fou à m'en remettre et à être hyper sensibilisée, à être épuisée. Donc il y a voilà bon, et puis même la campagne en fait on n'y pense pas mais il y a des antennes partout et pareil pour me déplacer parce que pour aller d'un point A à un point B il faut traverser toutes les antennes. Donc je suis extrêmement limitée en ce moment, en gros je reste sur le couseran quoi. Donc ce qui est très dur au quotidien. C'est alors les deux mes petites évasions, je fais de l'aïkido, j'y arrive parce que le lieu est assez protégé et tout le monde éteint les téléphones, tout ça, les gens comprennent. Je fais de la spéléologie aussi, donc ça évidemment c'est sous terre, il n'y a pas de souci, pareil les gens comprennent. Mais je peux le faire que vers chez moi, par exemple la spéléo, on me propose des sorties souvent vers chez moi, mais on m'en propose aussi à l'autre bout du département ou de la région et j'en refuse. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, là, du coup, votre vie, elle est centrée surtout sur la maison, la vallée, etc. Est-ce que vous avez réfléchi à après? Parce que c'est pas facile dans cette histoire. Du coup, est-ce que vous pourriez faire des études à distance pour faire quel genre de profession après? Qu'est-ce qui est possible? Parce que j'imagine que, bon, quand on est jeune, je crois que vous avez 18 ans, c'est ça? Voilà. Donc, c'est l'avenir, évidemment, quelque chose qu'on envisage. Voilà, comment vous vous voyez pour après? J'imagine que c'est une question que vous vous êtes posée aussi. Alors oui, c'est très compliqué. Bah, pour moi, c'est vraiment une très grande colère. J'ai l'impression qu'on me vole ma jeunesse. Que voilà, déjà on m'en a volé pas mal d'années. Alors à l'avenir, bon cette année j'ai passé mon bac l'an passé, qui a été aménagé. Ça a été pareil 2 ans de combat administratif pour l'avoir, ça a aménagé. Donc mais je l'ai eu. Donc dans le lieu où en fait le lieu où je fais de l'aïkido, qui comme c'est un gymnase qui appartient à un hôpital et donc est un lieu public, ça a été possible et qui est relativement faiblement exposé. Ça a été très dur parce que je rentrais pas dans les cases, donc même s'il y avait des gens de bonne volonté, ils savaient pas quoi faire de moi. On me disait je peux aller dans un lycée, mais les lycées ça va pas. On me disait je peux aller à l'hôpital de Purpan, mais je peux pas aller à Purpan. Donc voilà, au bout de 2 ans, mais j'ai passé mon français donc l'an passé.
J'ai passé mon épreuve de français le vendredi, le lundi, je ne savais toujours pas si je passais mon bac ou non, tellement ça a été, c'était vraiment à la dernière minute que ça a été fait. D'accord. Donc j'ai absolument pas révisé, j'ai passé toute mon énergie à faire de l'administration, même si mes parents m'aidaient, c'était, Difficile. Mhm. voilà, rien que, rien que le faire aménager, c'était plus dur que le bac en lui-même. D'accord. Et donc cette année, donc j'ai pris cette année de pause parce que j'en avais vraiment marre, j'en pouvais plus de mes cours. Et je pense que je reprendrai des cours l'an prochain par correspondance. Mhm. Mais bon, voilà, ça me réjouit pas, je préférerais être en présentiel, mais n'ayant pas le choix. Je ne sais pas exactement quoi. À long terme, je pense me tourner sur la paléoanthropologie, Mhm. qui d'une part m'intéresse et m'a toujours intéressée, et d'autre part c'est dans des milieux, ça peut être dans des grottes, dans des... Bon, ça ne sera pas facile du tout, mais de toute façon il faudra me battre, donc autant me battre pour quelque chose qui m'intéresse. C'est une bonne manière de penser, oui. Voilà, et à court terme, peut-être que je ferai un peu bergère l'été, j'aimerais bien, mais Mhm. pareil, je n'ai pas accès à la formation qui est à Saint-Giron, donc il faut que j'arrive à trouver une formation à l'amiable Mhm. par bonne entente avec quelqu'un et Mhm. me former sur le terrain. Donc voilà, Ce qui est possible. ce qui D'accord. est bon, ce que j'espère possible et ce que j'essaie de rendre possible, mais D'accord. c'est... Mais je vois que vous avez un ordinateur derrière vous. Est-ce que vous pouvez faire des cours un peu par correspondance, mais pas que sur des livres, également éventuellement avec des vidéos, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès à Internet en filaire, par exemple, pour vous? Est-ce que vous tenez un petit peu avec un ordinateur pendant quelques heures? Enfin, quelle perspective ça peut vous offrir et comment vous le supportez? Alors, ça m'ouvre pas énormément de perspectives parce que je le supporte pas très longtemps du tout, donc il est totalement déconnecté et tout. Mais même comme D'Internet? ça, Ouais. oui, voilà. Donc bon, là, il n'y a pas d'accès Internet pour l'instant chez nous. On est en train d'essayer de faire que ça se fasse parce que c'est possible en filaire. Mhm. Mais bon, c'est voilà, une histoire pratique. La fibre optique n'arrive pas jusqu'à chez nous. Enfin bon, ça devrait être arrangeable, mais ça ne l'est pas pour l'instant. Après, faire des cours, je pourrais pas, je tiendrai pas des heures. Je peux faire quelque chose Ponctuel. vite fait, mais pas des cours, quoi. Il me faut vraiment des cours sur papier. D'accord. C'est Mhm. histoire de quelques minutes par-ci par-là, mais pas de suivre des cours. D'accord, d'accord. Et sur le sujet de les démarches administratives que vous avez dû faire pour essayer de voir que disons, votre problème soit reconnu assez pour qu'on puisse vous aménager les examens du bac, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? C'est-à-dire, vous avez eu l'impression que les gens ne comprenaient pas quel était le problème ou le minimisaient ou qu'ils savaient simplement pas comment faire en fait pour vous aider? Alors, dans l'administration, alors le cas le plus courant, c'est que je ne tombe pas dans les cases, tout simplement parce que je suis à la fois handicapée quasiment totalement, parce que je ne peux pas tout simplement être en ville ou dans les administrations, dans les lieux qui me demandent. Mhm. D'un autre côté, pour eux, c'est dur à gérer parce qu'en pratique, j'ai mes deux bras, mes deux jambes, toute ma tête, je peux m'habiller toute seule, manger toute seule, donc je suis pas handicapée au sens où eux l'entendent en général. Mhm. Alors après, c'est général, mon bac, ça dépend. Pardon, c'est j'ai fait un bug. C'est pas grave. Ça dépend. Mon bac, ça a été donc le fait que je ne rentre pas dans les cases, qui ne trouvaient pas un lieu et par rapport à la réglementation de lieu à choisir. Oui. Alors j'ai fait une demande de handicap en tant que mineur il y a quelques années. Donc pour voilà, c'est exactement ce que j'ai expliqué. La maison du handicap, pour eux, je ne suis pas handicapée parce que j'ai mes deux bras, mes deux jambes, mais pourtant en parallèle, je suis complètement handicapée. Mais ça, ils ne le comprennent pas. Je rentre pas dans les cases. Mhm. Il Donc faut rajouter des cases. voilà, faudrait qu'ils rajoutent des cases, c'est exactement ça. Et donc, bon, là, ça passe, c'est passé en appel. Le juge, pareil, bon, c'était un peu bizarre. Et il posait des questions. Enfin, c'était étrange la façon dont ça a été traité. Ils m'ont rajouté des pathologies, m'en ont enlevé. Enfin, c'était surprenant. D'accord, Enfin, rien à voir avec la réalité, ce qui. d'accord. Donc, nous faisons appel parce que ça n'avait absolument aucun sens. C'était, voilà, juste ridicule. D'accord. Et donc, je vais refaire une demande en tant qu'adulte maintenant que j'ai 18 ans, refaire un dossier. Mais comme toujours, c'est fatigant l'administration. Après, il y a tout ce qui peut être simple, c'est toujours compliqué. Par exemple, en principe, à 16 ans, on est appelé pour la journée nationale avec l'armée. Mhm. Ça peut paraître simple, c'est une journée, mais moi je peux pas y aller, c'est à Pamiers, je peux faire ni le trajet ni être sur place, mais sans faire exempter, c'est compliqué. D'accord. Donc en ce moment, c'est un peu ça qui me prend la tête et c'est nécessaire. Je vais essayer de passer mon permis de conduire, ça va être compliqué, mais j'ai trouvé une auto-école qui comprend le problème, qui va essayer de m'aider à faire au mieux. Mhm. J'ai trouvé quelqu'un qui va essayer, pour au niveau du code, de m'aménager ça au mieux. Mhm. Mais elle n'a pas le droit de m'inscrire pour l'instant, je ne peux rien faire tant que j'ai pas ce papier de l'armée.
comme quoi je suis exemptée. Donc tout est compliqué et tout ce qui en principe est juste un petit geste simple, ça complique tout, tout, tout. Et on voit parfois, en tout cas, j'avais vu une vidéo avec des dames qui s'étaient entre guillemets voilées de voiles anti-ondes, voilà. Alors, c'était pas une forme de religion, là, c'était une forme de protection. Et effectivement, alors c'est clair que quand on est comme ça, on passe pas inaperçu dans la rue. Mais est-ce que ça pourrait pas vous permettre de participer quand même à des choses, au moins d'être là, d'être présente? À la rigueur, ça aurait l'avantage de montrer aux autres que ben, finalement les ondes ont un effet chez certaines personnes et que ça vous permettrait peut-être malgré tout eh ben, d'y participer. Donc à la fois de sensibiliser, mais d'être là aussi, de pouvoir vous déplacer. Est-ce que vous avez déjà testé un peu ce genre de choses? Alors, oui, j'ai testé, j'en utilise en fait. Quand je sors, j'en utilise toujours, ne serait-ce que pour les trajets, pour aller à l'aïkido, pour aller, j'en utilise. Après, c'est franchement pas une solution miracle. Pour bien faire, il faudrait vraiment un voile complet, enfin une burqa complète, bien reliée à la terre et tout. Donc, bon, c'est pas forcément aisé. Donc, ça aide, mais c'est pas la solution miracle. Pareil, j'utilise des antihistaminiques qui sont des médicaments qui limitent les réactions allergiques. C'est bien, mais bon, d'une part, je prends énormément de médicaments qui sont pas très bons du coup parce que j'en utilise à chaque fois que je sors. C'est pas bon, ça m'aide, mais c'est pas la solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle, quoi. C'est clair. Vous prenez des antihistaminiques, c'est ça? C'est ça les médicaments que vous prenez ou vous prenez aussi d'autres choses? Et aussi quel impact ces voiles ont? C'est-à-dire qu'est-ce que quand vous êtes sorti avec ces voiles, est-ce que vous vous sentez pas bien quand même finalement? Est-ce que ça a quand même, ça laisse passer les choses quand même? Alors oui, les voiles laissent passer. C'est ça leur défaut, c'est qu'ils sont pas parfaits, ils seraient infaillibles, ça serait voilà. Ils laissent passer, donc c'est mieux que rien, mais voilà, c'est comme aller sous la pluie avec un parapluie troué, c'est peut-être mieux que sans parapluie, mais c'est pas génial. Et donc sinon, au niveau des médicaments, il n'y a pas vraiment de solution miracle pour les électrosensibles. On n'a pas, c'est pas une maladie, c'est pas qu'on a attrapé un virus, c'est un état d'être. Alors l'explication la plus couramment acceptée qui semble se confirmer par les études scientifiques en ce moment, c'est que les électrosensibles ont plus de cristaux de magnétite dans le sang que les autres. C'est normal d'en avoir, tout le monde en a, mais nous on en aurait plus, donc c'est ça qui nous rendrait plus sensibles. Et après, ben ça c'est un état d'être, c'est comme avoir les yeux bleus ou les cheveux longs, ou on peut pas le choisir. Donc on peut prendre à la rigueur des médicaments pour réparer les dégâts, des oxygénateurs cérébraux, tout ça. Mais il n'y a pas de... Voilà. Ça limite les dégâts, ça n'empêche pas la casse, quoi. Ça répare après, mais... Et donc ça n'aide pas... Enfin, ça aide, mais c'est pas miraculeux, quoi. Et donc, du coup, est-ce que vous êtes en relation avec d'autres personnes électrosensibles pour échanger peut-être sur des trucs, voilà. Après, il y a tout le monde a des sensibilités différentes, on est d'accord, voilà. Mais bon, pour avoir interviewé un certain nombre de personnes électrosensibles, souvent les gens ont par exemple une charge en métaux lourds importante ou ont des certaines carences en vitamines, donc avec des compléments et avec une détoxification par exemple, ça aide. Donc, je parle de charges en métaux lourds provenant par exemple des amalgames dentaires ou des problèmes d'amalgames qui sont retirés mais sans précaution, avec beaucoup de mercure aussi qui passe à ce moment-là, et des problèmes des fois de vaccination importante avec beaucoup d'aluminium dedans, etc. Donc ça dépend des cas, mais souvent il y a ce genre de choses. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu quelque chose comme ça, ou est-ce que aussi vous avez aussi échangé donc avec des électrosensibles autres pour essayer de voir comment peut-être avancer sur le sujet? Alors oui, j'échange, bah forcément, on en rencontre, voilà, il y en a qui viennent nous voir, on peut, bon, moi je peux très peu aller les voir forcément, donc je suis vraiment coincée, mais j'échange ou par téléphone, par écrit. Après, on échange des tuyaux, on échange, on discute, mais moi je veux pas non plus me aller que vers les électrosensibles, je veux pas être enfermée dans ça et j'ai besoin de voir des gens qui n'ont pas ce problème, quoi. C'est c'est avec plaisir que j'échange avec les électrosensibles, mais je ne cours pas non plus après, j'ai besoin de voilà, je préfère aller voir aussi des gens qui vont bien, qui sont péchus et voilà, tant qu'ils comprennent mon problème et la plupart des gens comprennent, c'est rare les gens qui à la rigueur, des fois, il y en a qui, à premier abord, disent bah, moi, j'y crois pas. Mais c'est juste parce qu'ils connaissent pas. Et dès qu'on explique un peu, ils disent ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que des fois, je constate des choses et tout. Donc, voilà, les gens comprennent et voilà.
Donc l'aspect relationnel est peut-être peut-être l'aspect le plus dur de cette situation selon vous ou c'est plutôt l'aspect justement interaction avec les autres. Vous parliez qu'on vous a volé votre jeunesse. Bon, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu ces antennes relais autour de votre collège, peut-être vous auriez pu continuer votre scolarité sur place. Je suppose que vous savez peut-être maintenant qu'on commence à développer le Wi-Fi un peu partout dans les collèges aussi, qu'on envisage de donner une tablette à chaque enfant. Voilà. Enfin, donc on n'est pas du tout dans cette logique-là. Il est très probable qu'il y ait d'autres personnes comme vous bientôt qui aussi aient le même problème. Est-ce que vous auriez un message un peu à adresser à la fois aux individus et aussi peut-être au pouvoir public ou autres qui prennent ce genre de décision? Bon, alors les pouvoirs publics, je vais rien leur apprendre parce que de toute façon, ils sont tout à fait au courant et bon, ils savent tout à fait. Enfin, voilà, on me dit France, patrie des libertés, des droits de l'homme quand je peux pas me déplacer à plus de 10 kilomètres de chez moi. Bon, je caricature un peu, mais c'est ça, la liberté, je sais pas où elle est, et l'égalité des chances, des droits, je peux pas me faire soigner non plus. J'ai eu des blessures parfois en montagne, je me suis blessée assez gravement, j'ai pas pu être hospitalisée. J'ai- C'est absolument pas égalitaire, c'est vraiment, vraiment, je suis très en colère contre les pouvoirs publics notamment qui eux sont au courant et ne font rien, au contraire même encouragent ça, en toute connaissance et en toute connaissance du fait que on va être de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreux à souffrir. Et pour eux ça rapporte de l'argent, donc pour l'instant ils ne font absolument rien. Il va falloir que vraiment on soit nombreux à leur coûter des sous parce que on est en galère pour qu'ils bougent. Donc après les gens d'un côté, je souhaite strictement à personne d'être électrosensible, pourtant, plus il y en aura, plus vite ça bougera. Donc, après, aux gens personnellement, évidemment, c'est plus ils se protégeront, plus qu'ils éteignent leur téléphone la nuit, tout ça, c'est évident, ça va les aider. Et voilà, la surexposition, c'est jamais bon, hein. Et ça peut être en se surexposant qu'on devient électrosensible. Moi, d'ailleurs, c'est ce qui l'a déclenché. J'avais un terrain génétique de prédisposition, mais c'était une surexposition. C'est très classique ça, effectivement, pour beaucoup de gens, quand ils racontent comment ils sont devenus électrosensibles, c'est souvent soit après une exposition professionnelle, soit avec une antenne relais pas très loin de chez eux, soit avec, par exemple, une personne qui a son téléphone maison qui ne marche pas pendant un moment et du coup utilisait beaucoup le portable provisoirement, mais ça déclenche. Voilà, des choses comme ça. Alors c'est vrai que vous disiez, plus il y aura d'électrosensibles et plus ça va se savoir, mais le problème c'est que la majorité d'électrosensibles, ils se voient pas, voilà, ils sont complètement en fait obligés de se terrer loin de la civilisation, si on peut dire, voilà, loin des autres en tout cas, parce que eh ben, ils ne peuvent pas supporter les portables des autres, ils ne peuvent pas supporter les villes, donc on ne les voit plus, ils s'effacent en fait. Et du coup, il peut y en avoir de plus en plus, mais en fait, ils se retrouvent dans les forêts et tous les coins perdus de France, voilà. Non, ils sont effacés. Ce n'est pas qu'ils s'effacent, c'est qu'ils sont effacés. Ce n'est jamais un choix. Personne ne choisit d'être torturé en général. Exactement, mais sauf qu'ils sont obligés, quelque part pour survivre, de choisir les zones les plus reculées et quelque part du coup les moins visibles. Et puis du coup n'ayant pas accès beaucoup à Internet, aux réseaux sociaux, aux nouvelles méthodes de communication, ils sont plus vraiment, disons, visibles et leur message a plus de mal à passer. C'est pour ça que je parlais de ces personnes qui se promènent entre guillemets pour aller faire leurs courses, mais avec des grands voiles, etc., qui sont quelque part voilà, stigmatisé peut-être. Il y a même certaines personnes au plus haut niveau de l'État qui se moquaient de cette voilà, de cette hystérie, on va dire. Voilà, mais vous êtes la personne vraiment idéale pour montrer que on choisit pas ce genre de choses et qu'on peut être tout à fait saine d'esprit et que ça vous tombe dessus à cause de l'environnement en fait. C'est ça. On choisit pas plus qu'on choisit d'être enrhumé ou de se tordre une cheville. C'est les hasards de la vie. Mais bon, une fois que ça t'est taillé, il faudrait qu'on puisse sortir de cette situation. C'est pas normal, pardon. C'est pas normal qu'on soit laissé dans cette situation en toute connaissance de cause. Et puis vous disiez que plus on serait nombreux, plus ça leur coûterait cher et tout ça, mais encore faudrait-il qu'ils reconnaissent le handicap, parce que s'ils ne le reconnaissent pas, c'est ce qui s'était passé en fait pour Marine Richard, ils avaient donc une personne électrosensible qui avait été reconnue, que vous connaissez donc par le tribunal de l'incapacité de Toulouse, mais le problème c'est qu'effectivement ça c'est des choses qui sont extrêmement exceptionnelles. La majorité des cas, en fait, les personnes ne sont pas reconnues, pas aidées, n'ont pas de travail, donc ont des conditions de vie très précaires avec quasiment rien, le RSA,
c'est tout. Donc, il ne coûte pas très cher, en fait. Il ne coûte pas encore assez cher à la société, on peut dire. Pas encore assez. Après, quand ça commence à devenir vraiment trop, tôt ou tard, faudra bien qu'il fasse quelque chose. Mais c'est sûr, vous avez absolument raison. J'allais dire un truc, je sais plus quoi. C'est pas grave. Je sais plus. Bon, ben, Vraiment. pas de problème. Mais en tout cas, c'est vrai que les personnes électrosensibles qui ne se savent pas électrosensibles coûtent cher à la sécurité sociale, certainement, en rendez-vous chez le médecin, en médicaments anti-acouphènes, anti-arythmie cardiaque, anti-maux de tête, etc., anti-tout, anti-nausées, enfin tous les symptômes classiques aussi de l'électrosensibilité. Mais à part ça, c'est je dirais pas très grave puisque ça fait vendre des médicaments, c'est pas un problème. Mais par contre, effectivement, pour la création de zones blanches et de choses comme ça, on est vraiment dans une situation où l'orientation générale n'est pas du tout celle-là. Au niveau des politiques, l'idée est plutôt de couvrir tout le territoire à grand renfort d'antennes relais et de faisceaux hertziens. Ça serait bien effectivement que ce message que vous nous transmettez aujourd'hui soit entendu. Et c'est un peu pour ça qu'on est là quand même, effectivement. C'est aussi pour que eh bien, justement, les personnes électrosensibles ne soient pas effacées par la force des choses et qu'elles puissent être entendues et que tout le monde sache que ça peut arriver à tout le monde, quoi. Voilà. Comme le corps, disons, communique en utilisant beaucoup de signaux électriques, de toute façon, hein, c'est le cas au niveau des neurones, mais de toute façon, nos membranes cellulaires, elles voient des échanges d'ions permanents à travers les pores de la membrane, mais malheureusement, effectivement, les ions, c'est des charges électriques et donc elles sont influencées par les champs et les ondes électriques environnantes, quoi. Même sans être électrosensible, tout le monde est plus ou moins touché, mais tout le monde est touché par les effets des ondes électromagnétiques. Et tout le monde, il ne faut pas oublier que les humains, c'est une chose, mais également l'ensemble des animaux, des végétaux, l'ensemble des êtres vivants sont touchés et voilà, subissent. Malheureusement, le fait que la Terre soit couverte vraiment entièrement, et c'est de plus en plus ce qu'ils veulent faire, ça fait qu'il n'y a aucune zone de contrôle et de comparaison possible, à part dans des laboratoires blindés ou autres. Mais il y a très peu de... Il n'y a pas moyen de faire vraiment des suivis fiables. Bien sûr, il y a des études et elles sont très bien et c'est important. Et toutes les études fiables et assignées un financement qui n'orientent pas, voilà, indépendant, sont les bienvenues et c'est très bien. Mais il faudrait vraiment que, voilà, qu'il y ait des zones blanches. Il y a une zone blanche, on pourrait dire, aux États-Unis, qui devient une sorte de refuge pour beaucoup d'électrosensibles. C'est autour d'un grand télescope, voilà, vous en avez entendu parler. Alors j'en ai entendu parler, j'en connais pas grand-chose dessus. Je sais que le prix du terrain a immédiatement flambé et que c'est devenu quasiment inaccessible tellement ça a été recherché. En plus, je pense que puisqu'on en parle, l'État aurait, enfin, par exemple en Ariège où on parle de tourisme et tout, il faut savoir qu'il y a des hôtels maintenant, dans des hôtels de luxe, qui proposent la déconnexion et une protection relative aux ondes. Il y aurait sûrement quelque chose à faire. En Ariège, on a un si beau patrimoine, une nature. On n'est pas un territoire rural et jamais on deviendra un territoire de ville. Il ne faut pas se leurrer. Donc pourquoi est-ce qu'on ne tendrait pas vers, voilà, si vraiment on tient à faire venir des touristes, ce qui est un choix bon, qui peut être discutable, mais pourquoi ne pas faire des zones blanches aussi? C'est pas que pour les électrosensibles. Tout le monde et beaucoup de gens sont intéressés, même sans l'être, en pratique. Eh ben voilà une bonne suggestion pour les élus locaux, le tourisme blanc en fait. Voilà, le tourisme de zone blanche. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui, sans particulièrement nécessairement ressentir pour le moment le besoin, se disent ou on aspire à des choses naturelles aspire à se ressourcer et pourraient vouloir venir justement dans une zone particulièrement préservée et protégée, y compris de ce point de vue-là. Voilà, une bonne suggestion. De luxe qui proposent ce service, qui centrent tous leurs services là-dessus et sur la déconnexion et tout. Donc, l'Ariège peut aussi être un territoire de luxe. Oui. Ça serait bien que pour tous, y compris les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils puissent le faire. Non, mais absolument, je dis ça au sens le luxe d'être protégé. Non, non, c'était pas. Eh oui. Dans le pays de l'égalité, bientôt, la protection sera justement un luxe. C'est assez incroyable. Merci beaucoup, Violette, de ce témoignage. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter par rapport à ce qu'on a dit, une pensée, voilà, avec laquelle... Je sais pas, il doit y en avoir 50. Je dirais que j'ai oublié 50 choses, mais je sais pas comme ça.
voilà, c'est très bien, parlez-en autour de vous, que les gens soient au courant. C'est avant de régler un problème, il faut déjà en prendre conscience. Donc, il faut passer le message, en parler et voilà, que chacun soit attentif à son échelle, quoi. Et voilà, si ne pas signer de pétition pour l'implantation d'une antenne, par exemple. Par exemple, effectivement. Et puis effectivement, être conscient des symptômes les plus classiquement associés à tout ça, maux de tête, insomnie, acouphènes, nausées, vertiges, problèmes d'arythmie cardiaque. Et puis après, après, malheureusement, on peut dériver jusqu'à sclérose en plaques, cancer, etc. Mais effectivement, déjà, les signes avant-coureurs, c'est bon de les connaître et de les écouter. Et puis, effectivement, d'avoir une certaine compréhension autour de soi. Je pense que vous avez quand même eu la chance, malgré tout, que dans votre famille, on vous comprenait. Absolument, oui, ça a été très très important qu'ils comprennent, qu'ils puissent s'adapter. C'est pas, mon père n'est pas électrosensible et pour lui c'est forcément très dur et ce serait beaucoup plus simple pour lui de juste fermer les yeux, dire non c'est pas vrai et on continue comme avant. Mais juste ce n'est pas possible quoi. Il mettrait ma vie en danger littéralement. Donc voilà, c'est important. Respectez aussi vos proches si un de vos proches vous tire le signal d'alarme, respectez-le et entendez-le. Voilà. Et pour finir ce que vous disiez, quand vous êtes mort, posez-vous la question, il y avait un problème. Effectivement, il vaudrait mieux le savoir avant. Mais le constat que je fais, c'est plutôt des personnes, en fait, des adultes qui voient autour d'eux, malgré leur électrosensibilité, leur famille qui, par exemple, leur sœur, leur frère et leurs neveux ou autres, qui n'écoutent pas vraiment cet avertissement et qui continuent à offrir à leurs enfants la tablette comme si, le dernier portable comme ça. Et parfois, je parle avec des personnes qui assistent impuissants au fait que justement autour d'eux, la jeune génération notamment est également très exposée, soit a l'impression qu'en fait ça n'arrive qu'aux autres et qu'ils n'auront pas ce problème-là, soit c'est effectivement carrément toute la famille, y compris les parents, qui continuent finalement à encourager leurs enfants dans cette direction-là. On peut voir que ça peut arriver à tout âge. Ah bah absolument, il y a pas. Même les enfants sont fragiles, le cerveau n'est pas fini de former, la barrière crânienne, le crâne est fin. Donc les enfants sont, et particulièrement les bébés, mais les enfants sont extrêmement vulnérables et à mon avis, la génération à venir va y avoir vraiment des gros dégâts, ça va être une belle catastrophe sanitaire. En plus, bon, avec tout le reste, c'est pas la peine de faire des mélanges. Non, mais effectivement, bon, de toute façon, vous avez mis le doigt dessus. Il y a une énorme augmentation des cas de cancer, de tumeurs au cerveau en particulier. Je crois que c'était multiplié par 4, si ma mémoire est bonne, ou par 3 ou 4 en 10 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, bon, vous avez tout un tas de scientifiques qui font des appels au niveau international, auprès de l'ONU, auprès de plein de choses, quoi, auprès de l'Organisation mondiale de la santé, auprès de leur gouvernement, etc. Vous avez l'association comme ci, l'association comme ça, par exemple l'appel de Fribourg, l'appel de Paris. Vous avez plein d'appels de scientifiques, de professeurs, de médecins et autres qui s'inquiètent de cette prolifération. Mais effectivement, bon, voilà, il va falloir que les gens prennent ce sujet en main pour être enfin entendus, j'ai l'impression, parce que sinon, on va vraiment plutôt dans une prolifération des ondes qu'une réduction. Voilà. Merci beaucoup, Violette, de ce témoignage. Ah, Commentaire qui peut être fait par rapport, notamment, vous parliez d'un appel à l'OMS. Il faut savoir, c'est un exemple, mais il faut savoir que quand ils ont décidé de mettre toutes ces ondes sur le marché, enfin les lieux publics, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a demandé à plusieurs laboratoires dans le monde de faire des recherches quant à la nocivité de ces ondes. Donc, tous ces laboratoires ont reçu une charte, donc qui leur donnait les grands axes de leur travail à fournir. Cette charte contenait, donc elle était en anglais, et cette charte contenait un point qui stipulait précisément, quasiment mot pour mot, c'était que ça ne pouvait être reconnu comme nocif pour la santé que si ça ne coûtait plus cher en santé que ça ne rapportait économiquement. Donc voilà, c'est un exemple, il y en a beaucoup, mais voilà, il faut savoir que l'OMS, c'est comme beaucoup d'autres organismes, ne sont pas forcément indépendants et sont eux aussi subissent les pressions des lobbies et voilà des financiers.
Merci de ce complément, effectivement. Moi, j'étais simplement au courant de l'affaire Repaccioli, donc Monsieur Repaccioli, Michael Repaccioli, qui était donc un médecin australien, qui a chapeauté le programme sur les champs et ondes électromagnétiques de l'OMS pendant 10 ans et qui est parti, si ma mémoire est bonne, en 2005 à la retraite dans une odeur de soufre, parce que effectivement, il avait été accusé d'avoir touché en fait de l'argent régulièrement de la part des opérateurs de téléphonie et il avait orienté et sélectionné évidemment les études qui montraient la non-nocivité des téléphones portables et autres dans le cadre justement de ce programme pour assister sur le fait que ça n'était pas voilà, problématique. Donc vous avez raison, je pense que voilà, faut se méfier un petit peu des accointances entre les instances de santé et les lobbies et pas penser qu'effectivement ce soit absolument étanche. Ça, il faut savoir que c'est un peu la politique des opérateurs et autres, qu'à chaque fois qu'une étude indépendante et claire au niveau des résultats sort, eux choisissent de financer, et même des fois c'est fait très clairement, ils financent une étude, c'est eux qui la font et ils savent très bien, qui indique que soi-disant ce n'est pas dangereux et ce sont des études souvent pipées, complètement pipées. Mais ils font ça parce que même si tout le monde sait que c'est pipé et qu'elles n'ont aucune valeur ces études, ça reste que ces données sont en circulation et que ça entretient un doute qui, voilà, c'est leur politique. Voilà, ils s'en cachent même pas forcément. Des fois ils le cachent, des fois non, que c'est des études orientées. Mais ça entretient le doute. D'ailleurs, il y a un excellent livre qui est sorti il y a quelque temps qui s'appelle Les Marchands du doute et qui parle justement de cette technique qui a été développée déjà pour l'industrie du tabac pardon, par des communicants à l'époque. Donc ça a très bien marché justement, c'est-à-dire financer des contre-études qui montrent qu'en fait on ne peut pas refaire potentiellement les études qui ont montré qu'il y avait des problèmes ou qui simplement ajoutent des études qui nient les problèmes pour montrer qu'il y a un grand nombre d'études qui disent qu'il y a un problème et un grand nombre d'études qui disent qu'il n'y a pas de problème. Et donc, effectivement, ça permet au pouvoir public de ne pas trancher, de continuer à repousser l'échéance. Et puis, ben, pendant ce temps-là, c'est le business qui peut se continuer. Et puis, il y a pas de risque à prendre au niveau, par exemple, d'entreprises qu'il faudrait tancer pour leurs mauvaises pratiques ou autres. Et voilà, celui qui paye, par contre, les pots cassés, c'est le consommateur et l'usager que nous sommes, voilà, des services pourtant publics, voilà. Donc effectivement, voilà, la théorie de cette notion du doute, là, les marchands du doute ont lancé une très bonne opération de publicité, si on peut dire, une opération de communication qui a fonctionné pour le tabac, qui a fonctionné pour l'amiante, qui a fonctionné pour les ondes, dans l'intervalle a fonctionné pour les gaz de schiste, pour les OGM. Enfin, voilà, on change pas une équipe qui gagne, quoi. Exactement. C'est toujours le même problème. Voilà. Mais il faut que les gens réagissent et réalisent ça. Donc c'est pour ça qu'on est là pour essayer de communiquer directement, indépendamment des médias qui pas toujours relaient ces informations, surtout depuis que la majorité des grands groupes médiatiques ont été achetés par des grands industriels qui souvent ont, que ce soit des groupes bancaires ou des groupes industriels, ils ont souvent des accointances ou alors carrément des branches liées aux télécoms dans leur groupe industriel. Donc ils vont éviter disons, de souligner les impacts possibles des ondes sur la population. Voilà. Donc passez le mot. Hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Eh bien, on va essayer de le faire et on vous remercie beaucoup, voilà, d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Et Et puis, merci à vous, c'est très bien. Voilà. Ça permet de faire avancer les choses peut-être, ou faut espérer. c'est fait pour ça, en tout cas. Et puis, voilà, bonne chance donc pour l'avenir. Et j'espère que vous allez, voilà, pouvoir trouver à la fois une branche d'études et ensuite une branche de travail qui vous permettent de le faire et qui vous permettent d'avoir une vie qui soit pas trop handicapée par ces ondes qui nous environnent et que vous allez pouvoir justement avoir tous les contacts avec les autres dans ce contexte-là auquel vous aspirez. Merci Violette.